Bonjour, je me présente, Annie Picard. Je suis responsable d'information et de promotion à la Faculté des sciences sociales. Je vous souhaite la bienvenue à cette web conférence portant le titre de Travailler pour Amazon, le géant qui veut votre bien. La séance sera présentée par M. Frédéric Plamondon, professeur suppléant en relations industrielles. Nous prévoyons que la séance durera 60 minutes, incluant une période de questions. Vos questions devront être d'ailleurs posées par écrit dans la section questions et réponses de cette plateforme. Je les lirai à voix haute à la fin de la présentation afin que M. Plamondon puisse répondre de vive voix au bénéfice de tous. En terminant, sachez que la séance sera enregistrée. Nous vous ferons parvenir le lien sous peu pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, la revisionner. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans mon sous-sol où je travaille sur mes différents projets de recherche, sur mes différentes réflexions, sur la préparation de mes cours, etc. Fait que je suis bien heureux de vous accueillir chez nous, c'est ce que ça fait le télétravail, hein. Ça brise des frontières, ça brise des repères, ça me permet d'avoir une vue sur le tableau où je mets mes idées, sur les livres qui ont servi à faire cette conférence-là, sur la tablette qui est ici et sur la chaise que j'ai eue à rabais sur Amazon. Donc la conférence d'aujourd'hui porte entre autres sur ce géant-là qui veut votre bien, au sens de pas votre bien parce que Jeff Bezos souhaite votre bonheur, mais Jeff Bezos souhaite surtout vous satisfaire. Jeff Bezos veut votre bien au sens de votre bien pécuniaire. On veut votre argent, on veut votre engagement, on veut que vous accordiez du temps à Amazon le plus possible. Autrement dit, on veut, c'est vraiment un géant au sens strict. Puis ce géant-là, ce qu'il veut, c'est que vous lui apparteniez le plus possible. Puis je vais m'expliquer pourquoi. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte en fait que Amazon et ses différents services logistiques étaient vraiment très, très efficaces. En fait, la plupart d'entre nous, on a tendance des fois à le considérer un peu comme presque un service essentiel. Mais ce service essentiel-là, il y a un coût. Il y a un coût social important qui est caché, qui apparaît pas immédiatement comme ça lorsqu'on est un client d'Amazon, lorsqu'on est un membre de Amazon Prime. Ça fait que tout au long de notre discussion aujourd'hui, notre conversation, puis de ma présentation, ce que je vais vous présenter, c'est un peu ça, c'est l'arrière du décor. Comment Amazon conçoit le travail qu'on fait entre les murs d'Amazon, dans ce que Jeff Bezos, puisque les Amazoniens et Amazoniennes appellent un fulfillment center. L'expression en anglais veut dire deux choses. On peut la comprendre généralement dans un sens très clientéliste, hein. Un fulfillment center, c'est quelque chose qui vise la satisfaction de la clientèle. Mais d'un point de vue des employés, qu'on est à l'interne, le fulfillment center, c'est aussi un centre qui vise l'émancipation de ses employés. Ça fait qu'on va voir un peu comment ça s'articule. Puis pourquoi est-ce que c'est important de s'y intéresser. Que je vous partage mon écran ce moment même. Donc, ce géant qui vous veut du bien, c'est Amazon. Mais avant de s'intéresser à Amazon, on va s'intéresser un peu au présentateur, c'est-à-dire moi-même. Mon fonds de commerce académique, c'est la philosophie et les relations industrielles. En philosophie, je me suis intéressé évidemment à l'histoire de la pensée occidentale. Si vous êtes présentement dans un cégep, ben, vous savez de quoi il est question sans doute. Puis ensuite, j'ai voulu me rapprocher un peu plus du plancher des vaches, des questions qui sont plus terre à terre, en fait, qui sont plus terrain. Je me suis dirigé vers les relations industrielles avec un bref passage en droit. J'ai enseigné au cégep. J'ai enseigné la philosophie, évidemment, au cégep. Puis maintenant, je suis professeur au département des relations industrielles de l'Université Laval, où j'enseigne des cours qui portent sur des questions entourant le professionnalisme, sur l'éthique au travail, sur l'éthique du numérique, sur la gestion des ressources humaines en général, puis sur l'organisation du travail, puis qu'est-ce que les technologies numériques viennent changer à l'organisation du travail dans ces grands centres d'opération-là. Ce qui fait que mes réflexions se situent à quelque part en philosophie, en sociologie, en anthropologie, en numérique, en éthique du numérique, en gouvernance. J'ai souvent des rapports avec des gens, par exemple, de la fonction publique, avec des grandes organisations, autant dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier ou dans le secteur industriel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler avec la petite formule Industrie 4.0. Je travaille sur des questions qui portent sur l'influence des algorithmes dans nos vies et dans notre quotidien, notamment quand ces algorithmes-là viennent déterminer notre travail.
l'image que vous avez là a été choisie pour ça. Vous avez un œil qui est là, qui est l'œil de HAL 9000 là, dans 2 millions et de l'espace, qui est de la surveillance. Ben, souvent, dans le monde du travail, ces outils de surveillance-là, ces algorithmes-là, pour fonctionner, ont besoin d'informations. L'information, ils la collectent en faisant quoi? Ben, en surveillant les activités de travail. Fait que dans mes intérêts de recherche, donc, philosophie du travail, sociologie du travail, culture numérique, transformation numérique et intelligence artificielle, c'est mes gros domaines avec la gestion électronique des ressources humaines, ce que Amazon fait d'ailleurs très bien. Maintenant, juste avant de commencer, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà entendu parler de relations industrielles ou qui ont une idée un peu étrange de relations industrielles, là, comme dans une usine ou est-ce que, par exemple, dans une fonderie ou dans une usine de voitures ou ce genre de choses-là. C'était le cas. C'est en train de changer, évidemment, puisque les technologies changent, donc les relations industrielles changent aussi. Mais dans les relations industrielles, il y a 4 grands domaines. Il y a les relations du travail qui portent sur les différents, les relations, les rapports entre les représentants collectifs, si on veut, donc l'employeur, l'État et les syndicats. Il y a la santé et la sécurité du travail, évidemment, le titre dit tout, qui porte tout aussi bien sur des enjeux de droit, par exemple, que des enjeux de santé au travail, que des enjeux d'ergonomie. Ensuite, il y a les politiques publiques d'emploi, donc qui concernent évidemment la législation qu'on met en place ou les dispositifs qui sont mis en place pour euh, soit encadrer différents types d'activités ou pour, par exemple, déterminer les statuts d'emploi, ce genre de choses-là. Puis ensuite, finalement, il y a le dernier grand domaine des relations industrielles, c'est la gestion des ressources humaines. Si jamais vous avez des questions à poser là-dessus, une des questions qui est bonne à poser, c'est quelle est la différence entre la gestion des ressources humaines en relations industrielles puis la gestion des ressources humaines dans une école de commerce ou en management? C'est une question qui est intéressante, auquel je ne répondrai pas aujourd'hui, malheureusement. Étant donné qu'on s'intéresse aux problèmes du travail, donc évidemment, quand il y a des conflits d'intérêts entre les employeurs, les employés et, par exemple, la fonction publique ou d'autres groupes d'intérêts, ben, il y a des conflits d'intérêts qui émergent de ça et qu'il faut trouver des solutions. Ce que les relations industrielles font de mieux, c'est d'essayer de comprendre la position des travailleurs ou comment, si on veut, le travail, l'organisation du travail influence ou affecte les travailleurs et les travailleuses dans le but de suggérer un certain nombre de solutions à ce qu'on appelle des problèmes du travail. Autrement dit, on va observer la relation d'emploi et les rapports de travail sous différentes perspectives, sociologie, philosophie, économie, sciences politiques, ergonomie, psychologie, psychologie organisationnelle, entrepreneuriat, tous ces domaines-là sont pris à partie, si on veut, sont mis à partie pour comprendre c'est quoi cette chose-là, cette bébite-là qui est le travail ou les rapports d'emploi et de travail. Euh, Vous allez m'entendre souvent parler de rapport d'emploi et de travail. Petite note, il y a une différence entre les deux. L'emploi, c'est l'emploi salarié, ce qui implique une relation particulière entre un employeur et un employé ou une employée. Puis il y a le travail. Le travail, c'est une activité qui est productive qu'on peut faire dans le cadre d'un emploi ou pas. Ce qui fait qu'il est question souvent dans cette présentation-là de rapport d'emploi, donc de relation avec l'employeur, de relation contractuelle avec l'employeur, et de rapport de travail, c'est-à-dire juste dans l'action même de produire quelque chose ou de travailler sur quelque chose. Ça aussi, c'est des questions qui sont tout à fait pertinentes. Si vous voulez les garder à l'esprit à la fin, si vous avez de l'intérêt, ça me fera plaisir d'y répondre. Voici peut-être une image que vous avez peut-être déjà vue à la télé, hein, si vous êtes un abonné Netflix. C'est 1, 2, 3 soleil. Le jeu, en gros, ben, c'est que ça ressemble un peu à la chaise musicale, si on veut, c'est que pendant que la poupée qui est là compte 1, 2, 3 soleil, ben, lorsqu'elle arrête de compter, vous devez cesser de bouger. Si vous faites le moindre mouvement, si votre mouvement est détecté, vous êtes éliminé. De toute évidence, dans les entrepôts d'Amazon, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui dit maintenant arrêtez de travailler, au signal sonore, arrêtez de travailler, sinon vous allez être éliminé. C'est pas comme ça que ça se passe, mais la surveillance est tout aussi, je dirais, précise, comme on va le voir un peu plus loin. On ne parle pas peut-être d'éliminer des employés, évidemment, on n'en est pas là, heureusement, mais on parle sans doute forcément de les sanctionner ou d'intervenir à la suite d'une surveillance. C'est pour ça que j'ai utilisé un peu cette image-là, cette idée-là qui vient de Squid Games, le jeu du calmar en français, parce qu'il est question d'une surveillance qui est menée par un algorithme, donc par un outil numérique, par un outil technologique, qui donne des ordres puis qui détermine à quel moment et comment une personne devrait se déplacer ou agir dans son espace. Parce qu'il faut comprendre qu'avec le numérique, on a souvent tendance à associer ça au nuage, hein. On est dans le cloud, c'est l'info nuagique, on les interfaces, mais maintenant, c'est des interfaces très vivantes, très colorées. Mais dans les faits, c'est encore une fois une question, comme on va le voir tantôt, d'infrastructure. C'est juste une infrastructure
moins visible qu'une tour à bureau, par exemple, mais c'est quand même un corps dans un espace numérique. Donc, les nouvelles technologies, que ce soit sur Facebook ou que ce soit chez Amazon, ces technologies numériques-là viennent quand même affecter nos comportements, donc le corps, notre façon de comprendre le monde dans l'espace. C'est pour ça qu'il y a une dimension philosophique à cette présentation-là. Au moins, si vous avez de l'intérêt pour les grands mots, une dimension qui est certainement phénoménologique, qui est attachée à comment notre corps se porte et comment notre corps est contrôlé par l'espace ou les infrastructures qui l'entourent. Maintenant, un petit peu de Squid Game, si on veut, je dirais plus contemporain dans la réalité. C'est une nouvelle qui est assez classique. Là. Je n'ai pas choisi cette nouvelle-là parce qu'elle est unique en son genre. Au contraire, c'est un son de cloche qui est assez commun puis dont on entend de plus souvent parler. Dans ce cas-ci, c'est une intelligence artificielle, un système d'intelligence artificielle. On va éviter le mot très, très chargé, intelligence artificielle. On va parler des systèmes. Donc, c'est un système d'intelligence artificielle qui, par un certain nombre de mécanismes, de dispositifs, va s'assurer que vous êtes bel et bien en train de travailler. Puis, va émettre un rapport auprès de votre équipe de supervision, de votre gestionnaire, de votre patron, de votre patronne, par exemple, pour vraiment déterminer si vous avez un rendement qui est maximal le plus longtemps possible dans votre journée de travail. Fait que typiquement, ces outils-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des saisies d'écran à votre insu, évidemment, des saisies d'écran régulières, ça peut être aux 5 minutes, aux 10 minutes, à l'heure. Ils font des captures audio régulières, aussi juste des clips, juste pour savoir si vous êtes bel et bien en réunion. Ils vont, par exemple, aussi déterminer le mouvement de votre souris dans l'écran, puis faire ce qu'on appelle en anglais du heat mapping, c'est-à-dire où est-ce que le curseur de votre souris se trouve le plus dans un écran, par exemple, pour identifier si vous êtes bel et bien en train d'utiliser les applications qui sont fournies par votre employeur. On va aussi pour identifier si la personne qui est derrière son écran, c'est la bonne personne, on va identifier son patron de frappe. Ça, c'est la façon dont vous écrivez sur votre clavier. C'est un peu comme une signature électronique. On a tous une façon différente de taper sur les lettres. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent reconnaître ces profils de frappe-là et les associer à votre identité. Puis évidemment, votre empreinte numérique peut être à la fois profilaire, historique ou déclarative. Profilaire, c'est ce que vous mettez dans vos statuts. Historique, c'est votre navigation en ligne. Puis déclarative, c'est quand vous utilisez des pouces comme ça ou comme ça, des petites faces, des sourires, des emojis ou des mèmes, ce genre de choses-là. Les intelligences artificielles ou les systèmes d'intelligence artificielle peuvent capter ça pour essayer de comprendre si vraiment vous êtes au travail ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? On le sait tous, on est tous conscientes de ça. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui mène nos employeurs ou des grandes organisations, c'est pas tous nos employeurs quand même, il faut le dire, des grandes organisations à aller jusque-là? Ben, si vous êtes familier un peu avec Marx, ou en tout cas au moins en économique, par exemple, ben, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce problème-là, qui est le problème de la transformation. Le contrôle des patrons ou la pertinence d'avoir des patrons, des patronnes puis des gestionnaires, ça découle du problème de la transformation qui a d'abord été identifié par le sympathique Karl Marx, qui a, je dirais, posé ça de la façon suivante, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer une force de travail, donc la capacité de quelqu'un à produire, par exemple, en force productive, c'est-à-dire comment on prend cette capacité-là à faire quelque chose, puis qu'on l'oriente de façon à ce que cette personne-là se mette à faire quelque chose qui génère du profit. C'est un peu ça l'enjeu ici, c'est comment est-ce qu'on va transformer la capacité de quelqu'un à faire des choses en profit. C'est pour le rendre ça au plus simple possible. Puis, ben, une des façons de faire ça, de transformer la capacité de travail en profit, c'est de contrôler les gens. Ce qui fait que le problème de la transformation, ce qui soulève comme enjeu, c'est le problème du contrôle du travailleur puis de la travailleuse lors de ses activités. Puis les gestionnaires, les patrons, ceux qui représentent l'employeur, sont envisagés comme une solution, si on veut, au problème de la transformation. C'est-à-dire que le foreman, le contremaître, la supervision, les représentants, les représentantes du patronat sont là pour cadencer votre travail, pour organiser le travail, pour vous aider à accomplir votre travail, pour vous encourager à rester au travail le plus longtemps possible de façon à ce que votre production soit la plus profitable possible pour l'organisation. Donc, voici le fameux Karl Marx. Euh, donc, c'est l'idée ici, si on réduit ça encore à sa plus simple expression, c'est comment on fait pour extraire un maximum de profit du travail des employés. C'est vraiment un problème de contrôle. C'est une question d'extraire de la force productive puis de lui donner une valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est un terme que vous allez entendre abondamment dans la société d'aujourd'hui.
Puis je vous passe un peu les détails, là, mais dans cette société-là, dans une société qui est capitaliste, puis ici, je critique pas le capitalisme au sens strict du terme. Je suis pas en opposition par principe, mais je veux simplement vous souligner que c'est le fondement du capitalisme, c'est vraiment celui-là, c'est comment on fait pour extraire une valeur ajoutée du travail d'une personne qui est considérée comme étant libre. C'est ça la définition du salariat, c'est que vous travaillez, vous consentez à être dirigé, mais en même temps, vous êtes libre de quitter votre travail quand vous voulez. Si ce n'est pas le cas, on appelle ça de l'esclavage, parce qu'on est vraiment dans un mode capitaliste, salarial, où la question qui se pose, c'est comment je fais pour tirer un maximum de profit du salaire que je verse à mes employés. Donc, le problème de transformation, il y a eu plusieurs solutions pour en venir à bout. Celui que vous voyez là, le bonhomme, c'est le pas très sympathique Frederick Winslow Taylor, à qui on doit l'Organisation scientifique du travail. En gros, l'Organisation scientifique du travail, c'est il faut avoir un maximum de contrôle sur les employés. Pour faire ça, on va séparer les activités de travail dans des tâches les plus simples et les plus petites possibles, puis on va spécialiser des travailleurs, des travailleuses à ne faire que ces tâches-là. Ce qui fait que les travailleurs et les travailleuses deviennent des experts pour utiliser une machine, mais ne sont pas en mesure de réaliser l'ensemble de l'œuvre. Autrement dit, ils deviennent vraiment excellents ils deviennent très, très productifs. Ils peuvent actionner une machine de manière répétitive rapidement, mais ils ne peuvent pas à eux seuls construire, par exemple, une voiture. Ce que Henry Ford a fait, là-dessus, si vous connaissez bien la compagnie de voitures Ford, c'est que c'est basé sur l'organisation scientifique du travail de Winslow Taylor que vous avez là. Puis partant de là, il a imaginé la chaîne de montage. La chaîne de montage que vous avez juste ici. En gros, la chaîne de montage, ce qu'on dit, c'est on va mettre des gens sur une chaîne de montage, puis c'est le convoyeur qui va amener les pièces, les voitures, à la hauteur des employés. De cette façon-là, les employés n'auront pas à se déplacer dans l'espace par eux-mêmes, fait qu'on va leur faire gagner du temps. Puis en même temps, ben, ils sont forcés de travailler à la cadence qui est imposée par une machine, qui est la chaîne de montage. Fait que la chaîne de montage ici, elle sert non seulement à cadencer le travail à une certaine vitesse, mais elle automatise aussi une activité de gestion qui est celle de superviser les opérations. Ici, le superviseur devient une machine, un convoyeur, qui amène les voitures à la hauteur de chacun des employés. Puis là, ces employés-là doivent faire un certain type d'opération. Dans le même genre, on a eu aussi la bureaucratie. La bureaucratie, qu'est-ce que c'est? Ben, on va prendre un processus de travail, puis on va le diviser en plein de petites tâches les plus séparées possibles, les plus répétitives possibles. Puis le but de ça, c'est de garder le contrôle sur la production, de collecter des informations dans le but d'organiser les processus de façon à les rendre le plus optimisés possible, donc de façon à faire en sorte à ce que les salaires qu'on verse à ces employés-là, que vous voyez ici en rangée d'oignons, soient les plus profitables possibles. Pour faire ça, on va automatiser certains processus, comme on a eu avec la chaîne de montage, mais comme on va le voir aussi chez Amazon, dans un entrepôt, comme par exemple celui-là, qui est un entrepôt d'une compagnie qui commence par PAN, mais je ne vous dis pas c'est quoi le nom. Ça devrait être assez facile à deviner, mais je vous laisse aller avec ça. Dans lequel, par exemple, on va automatiser, dans ce cas-ci, des déplacements d'un commis, d'un manutentionnaire ou d'une manutentionnaire dans un entrepôt, avec, ça c'est juste un exemple parmi les multiples exemples, avec quelque chose qu'on appelle du voice picking. Le voice picking, c'est vous avez un écouteur, puis dans l'écouteur, il y a une voix qui est automatisée, qui est informatisée. Généralement, c'est une voix féminine. Puis si vous voulez me poser la question, savoir pourquoi c'est le cas, pourquoi c'est des voix féminines, vous pourrez le faire à la fin. C'est une question très intéressante et très, très pertinente. Mais le voice picking lui-même, c'est qu'une machine qui va diriger en fonction de ses bons de commande, qui va diriger le manutentionnaire à l'intérieur de l'entrepôt, puis qui va dire rendez-vous, rangée 38, ligne C63, produit 3A deux fois. Puis le travailleur qui entend ça, ben, part avec la commande, remplit son chariot avec les deux articles qui ont été nommés. Après ça, dit dans son micro complet, la machine comprend qu'on est rendu à un nouveau ticket, on passe à un nouveau ticket, rangée 26, tablette 366, objet 6B, quatre fois. Puis après ça, la personne va se rendre à cette place-là, va en mettre quatre, etc. Ça a comme, ça a comme effet de rendre très, très, très efficace la gestion du personnel dans un grand espace. Puis en même temps, ça vient isoler l'employé des autres employés qui est très concentré à écouter la voix dans ses écouteurs puis à faire ce qu'on lui demande de faire.
c'est en gros, on transforme cette personne-là en un type de robot, parce qu'on n'a pas encore de robot assez efficace pour être capable de manipuler des objets inégaux puis fragiles, par exemple, en un type de robot qui comprend rapidement quoi faire. Euh, Si évidemment la machine détecte que l'employé n'atteint pas les cibles ou qu'il n'est pas assez attentif parce qu'il demande souvent des répétitions, ce genre de choses-là, ben, la machine fournit un rapport à la supervision. Puis là, il y a des superviseurs ou en tout cas des superviseuses qui vont aller voir cette personne-là puis qui vont faire une intervention auprès de lui ou d'elle pour s'assurer que son niveau de performance reste optimal le plus possible. Dans un entrepôt comme ça, là, les machines voient tout, entendent tout, notent tout, jugent le travail de l'employé, l'évaluent en fonction des éléments qu'on a déterminés d'avance, puis après ça, fournit des rapports à l'équipe de gestion. C'est exactement ce que vous retrouvez dans 1, 2, 3 Soleil. On voit tout, on entend tout, puis on juge, puis si jamais vous n'avez pas fonctionné comme on le voulait, ben vous allez être puni, ou en tout cas, on va faire une intervention. Dans le cas de le jeu du calmar, c'est une intervention qui est plutôt violente. Dans le cas dans le cas des entrepôts ou des grandes chaînes logistiques comme Amazon, par exemple, ça peut être tout aussi violent, même si ça ne conduit pas à ça. C'est une autre sorte de violence, hein. C'est une violence qui est psychologique. C'est une violence qui est presque ontologique, si on veut. Puis à quoi ça ressemble un centre Amazon? Mais vous n'avez pas des grandes poupées comme ça avec des sinistres personnages avec des masqués puis en rouge. Vous avez plutôt d'énormes centres de logistique. Il y en existe plusieurs types. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un centre de satisfaction ou un centre d'émancipation, comme je le disais au tout début, c'est un fulfillment center. Puis les fulfillment centers sont généralement pas situés proches des villes. Ben, oui, là, assez parce qu'il faut que le temps de livraison soit court, mais vous n'allez pas les voir nécessairement au premier coup d'œil comme ça parce que quand on bâtit un centre d'émancipation ou de satisfaction comme celui-là, ce qu'on appelle communément un FC, Fulfillment Center, ça va générer des coûts en infrastructure qui sont absolument phénoménaux. Il faut construire des routes, il faut construire des centres de données, il faut mettre des fils, il faut reconstruire toute une tuyauterie, toute une infrastructure visible et invisible autour de ça. Puis dans beaucoup de cas, si ce n'est pas dans un endroit qui a été prévu pour ça, ça dérange énormément, ça vient bousculer beaucoup, beaucoup le quotidien des gens chez qui on bâtit ça. C'est pour ça que généralement, on ne les met pas en ville. C'est parce que ça fait des constructions qui peuvent être assez controversées. Mais qu'Amazon fait attention de mettre ça là où on les voit moins. Dans ce cas-ci, ça peut être proche d'un aéroport, dans un quartier industriel. C'est pour ça que les centres de satisfaction d'Amazon portent généralement le nom d'un aéroport. Par exemple, celui à New York s'appelle le JFK 8. Donc, le centre de satisfaction s'appelle JFK 8 parce qu'il n'est pas loin de l'aéroport. Dans ce cas-là, dans ce genre de centre-là, ce que vous avez, c'est toute une série de systèmes de gestion algorithmique dont la principale vocation, c'est de s'assurer de pouvoir sortir, déplacer, hein, c'est un centre logistique, fait qu'on veut déplacer le plus d'items possible à la plus grande vitesse possible. C'est comme ça qu'on valide, si on veut, ou qu'on vérifie que le centre de satisfaction atteint vraiment ses cibles. C'est pour ça aussi que si vous êtes Amazon Prime, vous êtes capable d'avoir quelque chose que vous avez commandé chez Amazon en moins de 24 et 48 heures, y compris la fin de semaine. Ça semble presque magique, mais dans les faits, c'est pas magique du tout. En fait, ça dépend de ce bonhomme-là qui a vraiment une vision tordue un peu du monde. Euh, le, Ce que vous avez en haut, le 42 milliards 667 millions 603 782 dollars, c'est les revenus nets d'Amazon pour l'exercice 2021, ce qui représente en gros un tiers du budget de dépenses du Québec, qui est de 121 000, mettons 122 milliards pour faire ça, avec les derniers chiffres qu'il y avait à ma disposition là, au ministère de l'Économie. Mais la fortune, parce que ce n'est pas un revenu, la fortune de Jeff Bezos est évaluée présentement à 211 milliards de dollars. J'ai voulu vous faire un petit comparatif. À quel point est-ce que Bezos veut que ce soit efficace, Amazon? À quel point ces centres logistiques doivent tourner à la vitesse de la lumière? Ben, si on prenait, la richesse, la fortune de Jeff Bezos, puis qu'on la mettait à la seconde depuis la fondation d'Amazon en 94, je pense, ben, il ferait 3080 dollars à la seconde, 24 heures sur 24. Versus, par exemple, le salaire moyen d'un étudiant de 15 à 24 ans au Canada, ben, qui serait de 0,005 dollars 24 heures sur 24. Fait que vous voyez ici un écart
entre ce qu'un être humain seul peut produire, si on veut, puis ce que Jeff Bezos arrive à sortir comme profit. Avec Jeff Bezos, lui, pour sa solution, si on veut, au problème de la transformation, ben, c'est une solution qui est vraiment taylorienne. Donc, c'est une solution qui est vraiment très, très proche de l'organisation scientifique du travail. C'est qu'il faut automatiser le plus possible la chaîne de production et la chaîne logistique. Puis pour ça, il faut mettre les humains là où les machines ne peuvent pas intervenir. Autrement dit, les humains deviennent un engrenage supplémentaire de cette machine-là. Euh, il y a présentement chez Amazon, de ces humains-là, il y en a 1 608 000, ce qui représente grosso modo le tiers de la population québécoise, là, si on veut. Puis, il y a sur le campus d'Amazon à Seattle, il y a 6 000 chiens qui sont présents sur le campus parce que ça donne que Jeff Bezos adore les chiens, mais il aime un petit peu moins les humains parfois parce que, évidemment, pour être capable de faire la fortune qu'il fait et le salaire qu'il fait, il a besoin de placer des êtres humains dans cet environnement de travail-là. Il faut savoir que chez Amazon, il y a tellement d'objets différents, il y a tellement d'items différents que les items ne sont pas traités, ne sont pas organisés de manière structurée. C'est pas comme chez votre bibliothèque ou la bibliothèque à l'Université Laval, où vous allez avoir des rayons avec tout ce qui est en sciences sociales, après ça de A à Z en passant différentes les lettres. Non, les objets se retrouvent assemblés dans ce genre d'environnement-là, dans lequel ils sont plus ou moins déposés de manière aléatoire par des machines. Les espèces de petites boîtes bleues que vous avez là, c'est des robots, en fait, qui viennent en dessous de la bibliothèque, qui les soulèvent puis qui les déplacent. C'est des machines qui sont capables de s'orienter dans l'entrepôt pour aller chercher les bibliothèques dans lesquelles il y a les objets dont on a besoin. C'est déposé comme ça de façon aléatoire parce que c'est beaucoup plus efficace de mettre les objets n'importe comment, alors que de les mettre par groupe parce que les robots savent tout de tout. Fait que les robots savent toujours où se trouvent chacun des objets. Fait que pour eux autres, que ce soit déposé de manière aléatoire ou pas, ça a peu d'importance, puis ils se dirigent. Puis après ça, ils amènent ça entre les mains des gens que vous avez là, qui doivent faire de l'emballage lorsque les objets ne peuvent pas être manipulés par des machines. Si vous allez dans un entrepôt Amazon, ça ressemble un peu à ça. C'est des gens rangés, il y a des piles de boîtes, c'est immense. Dans d'autres secteurs, il n'y a presque pas d'humains, presque tout est automatisé. Mais ce qu'il y a de manière générale dans chacun de ces environnements-là, c'est un système qui fait de l'évaluation de rendement, qui détermine si vous traitez suffisamment d'objets à l'heure. Puis c'est un système qui est un acronyme dont j'oublie la définition parce que juste l'acronyme lui-même suffit pour être saisissant. Il s'appelle ADAPT, comme adapté. Là. On le retrouve entre autres dans un centre, bon, je pense qu'on le retrouve dans plusieurs centres de satisfaction, mais notamment à Baltimore, où ce système-là, ADAPT, a été utilisé pour évaluer le rendement des employés individuels, donc les employés d'entrepôt, puis qu'on l'utilise après ça pour congédier. Autrement dit, le système évalue que vous êtes, il évalue votre cible. Puis si on évalue que vous êtes, par exemple, que vous atteignez simplement 86,2% de vos cibles, parce que c'est précis comme ça, ou 84,8% de vos cibles, ben là, on va vous suggérer de faire une formation pour les différents appareils que vous utilisez pour accélérer, si on veut, pour augmenter votre rendement. Puis si même au prix de plusieurs formations, vous n'arrivez pas à atteindre ces cibles-là, ben votre équipe de supervision va avoir un ticket automatique de la machine dans lequel vous allez avoir finalement une lettre de congédiement. Euh, Puis juste pour faire une parenthèse là-dessus, dans le cas de Baltimore, Amazon s'en serait possiblement servi pour mettre à pied des gens que Amazon pensait qu'ils étaient en train de vouloir se syndiquer. Crime suprême pour Amazon, la syndicalisation, c'est presque un acte de haute trahison, la syndicalisation chez Amazon. C'est une des compagnies qui emploie le plus d'avocats pour faire du union busting, qu'on appelle, donc pour torpiller les envies d'action collective des employés. Ils ont utilisé le système ADAPT pour dire une chose, c'est la suivante. Non, on ne les a pas congédiés parce que ces gens-là allaient former un syndicat. On les a congédiés parce que ces gens-là n'atteignaient pas les cibles de manière objective. C'est notre système d'intelligence artificielle qui nous le dit. Et ce système-là est exempt de biais, il est exempt de préjugés. Ce système-là est une machine froide, calculatrice peut-être, mais qui n'est pas influencée par la forme des gens, parce que les gens pensent, etc. Elle opère et c'est tout, puis on lui fait confiance. C'est pour ça qu'on a congédié plusieurs centaines de personnes dans ce centre d'émancipation-là. Donc, Amazon va créer ces centres-là parce qu'ils sont très, très efficaces. Si vous le savez, comme
comme moi, si vous commandez quelque chose sur Amazon, ça arrive vite. Généralement, vous ne voyez pas les centres Amazon à cause de ça, parce qu'ils vont construire ces grands centres d'Amazon-là sur des lignes de fracture sociale importantes. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour résoudre le problème de la transformation, c'est-à-dire pour être capable de faire en sorte que les gens travaillent chez Amazon, on va leur offrir, si on ne leur offre pas des bonnes conditions de travail, on va leur essayer de leur offrir un salaire que ces gens-là trouvent alléchant. Puis où les gens trouvent les salaires les plus alléchants, où ils ont le plus besoin de travailler, ben, c'est souvent dans des zones qui ont été paupérisées, qui sont plutôt pauvres, où il y a des problèmes sociodémographiques importants et où on ne trouve pas d'autres organisations syndiquées, comme par exemple des constructeurs automobiles où il y aurait une présence syndicale. Amazon va s'installer sur ces lignes de fracture sociale-là pour, d'une part, s'assurer d'avoir une main-d'œuvre bon marché qui souhaite garder son emploi puis qui ne va pas chercher, par exemple, à se syndiquer ou qui ne va pas résister. C'est une façon de régler le problème de la transformation, comme je le disais tantôt. Puis, on va aussi se tenir loin des axes, si on veut, ou des secteurs manufacturiers ou productifs ou industriels où il y a une présence syndicat qui est plus importante aussi pour éviter que ces syndicats-là viennent chercher des membres dans les entrepôts d'Amazon. Fait qu'Amazon Amazon a des pratiques d'affaires qui sont discutables au mieux, sans doute condamnables dans beaucoup de cas. C'est pour ça qu'il s'écrit de plus en plus d'articles, de journaux, puis de la littérature professionnelle, puis que la recherche essaie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. En fait, il n'y a à peu près pas une journée où Amazon ne se fait pas critiquer d'une façon ou d'une autre. Ici, ce que vous avez, c'est une image tirée du magazine Wired. Parce que non seulement Amazon fait ça, mais Amazon exerce une surveillance très, très fine des activités de travail de ses employés sur les lieux de travail, mais des activités de travail aussi des employés qui sont à l'extérieur de leur milieu de travail, par exemple, qui sont en télétravail lorsque c'est possible, notamment parce que quand ils sont en train de travailler chez eux, dans leur salon, ben, par exemple, Amazon, le système d'Amazon prend des saisies d'écran, fait des saisies d'audio, fait des captures de patrons de frappe, comme je le disais tantôt. Puis en plus de ça, les techniques de surveillance d'Amazon sont utilisées auprès de sa clientèle. Amazon sait si vous préférez des stylos bleus plutôt que des stylos rouges, puis ça rentre dans votre profil. Amazon essaie de comprendre dans votre profil sociodémographique quel genre de produit va susciter votre intérêt, par exemple. Essaie de connecter l'ensemble de ces systèmes puis l'ensemble de ces compagnies, de ces filières sur ces systèmes. Le but étant de surveiller le plus possible ce que vous préférez, comment vous vous comportez, ce que vous allez peut-être vouloir acheter ou ce qui pourrait vous intéresser, puis aussi de surveiller évidemment ces employés, ceux qui travaillent dans les centres qui sont là pour nous donner satisfaction à nous, la clientèle, dans des conditions qui sont très souvent malheureuses. Amazon n'est pas la seule à faire ça. Dans une autre ordre d'idée, vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette plateforme de jeu-là, Roblox, fonctionne de la même façon. Sauf que dans le cas de Roblox, au lieu d'avoir des centres logistiques qui déplacent des produits, on a une plateforme de travail qui invite des travailleurs, travailleuses à participer, à créer des produits de jeux, de divertissement, qui a créé une économie interne pour inviter c'est pas des employés, hein, c'est des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas payés au sens premier du terme, dans lequel il n'y a pas une relation d'emploi ou de travail qui s'est établie, dans lequel ils n'ont pas de droit, mais qui vont quand même travailler gratuitement pour cette compagnie-là, qui est une des compagnies de jeux les plus cotées en bourse présentement, plusieurs dizaines de milliards en capitalisation boursière, puis qui a créé une économie qui se veut entrepreneuriale, mais qui s'adresse aussi à des enfants et à des adolescents qui sont pas très, qui ont peut-être pas encore la présence d'esprit de comprendre que cette plateforme-là est en fait une plateforme de travail, mais que pour insister, pour résoudre le problème de la transformation des enfants, c'est une plateforme de travail qui est dédiée à la création de jeux puis de produits de produits j'allais dire d'entertainment, mais de produits voyons, j'ai juste entertainment en tête, fait que laissons ça là-dessus, mais peu importe, là, j'ai vraiment un blanc. Voilà. Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient gamifier, on vient ludifier l'expérience de travail dans le but, évidemment, d'inciter les gens à produire de plus en plus, à présenter des nouveaux jeux, ce genre de choses-là. Mais encore une fois, ici, est-ce qu'il s'agit de participer à une plateforme qui se veut ludique pour vrai, puis qui est là vraiment pour amuser les gens, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'un point de vue des propriétaires et des actionnaires de cette plateforme-là, d'une plateforme de travail dans laquelle on exploite le travail des enfants? C'est quelque chose qui a été
Si vous voulez des références de ça, vous pourrez me le demander par la suite, mais c'est quelque chose qu'un observateur du secteur du jeu vidéo a mis à l'évidence d'une manière très, très, je dirais, évidente, qui mérite la peine, qui vaut la peine qu'on s'en informe et qu'on réfléchisse là-dessus. Comme société, on a besoin d'avoir une réflexion sur les impacts sociaux, sur les impacts économiques de ces plateformes-là, que ce soit, dans ce cas-ci, que ce soit de Roblox ou que ce soit d'Amazon. Il faut faire cette réflexion-là sur comment nos choix de consommation, puis comment la satisfaction de la clientèle maintenant peut se traduire je dirais, en problèmes sociaux importants. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au rapport de travail et d'emploi. C'est pour ça qu'il existe un département des relations industrielles. C'est parce qu'on prend conscience, ou il faut prendre conscience, ou en tout cas, je vous invite à le faire, que les rapports de travail, que le travail, en fait, ça a de l'influence sur les rapports de pouvoir, que ces technologies-là viennent transformer les structures de travail, transformer les structures sociales, donc ils ont de l'influence aussi sur les esprits, sur notre façon de concevoir le monde, hein. Pensez aux fils de nouvelles, pensez aux chambres d'écho sur les réseaux sociaux, pensez aux fausses nouvelles. Fait que ça vient transformer notre représentation du monde. Puis si ça transforme notre représentation du monde, ça veut dire que ça transforme notre comportement dans l'espace, ça transforme ce qu'on fait. Fait que partant de là, on peut aussi dire que ça transforme les corps, que ça a de l'influence sur nos corps, ça a de l'influence sur nos comportements, donc sur les structures sociales, sur nos institutions, sur notre culture. Fait que c'est pour ça que, du point de vue des relations industrielles, ben, on place les rapports de travail et d'emploi au cœur de la société, puis on pense que c'est un objet d'étude qui mérite d'être considéré, puis qui mérite certainement qu'on s'y intéresse de plus en plus, puis qu'on s'y intéresse de toutes les perspectives possibles, que ce soit philosophique, sociologique, économique, du côté du droit, de la santé, de la psychologie, nommez-les, à peu près toutes nos sciences sociales et humaines et sciences de la santé peuvent contribuer à comprendre les rapports de travail et d'emploi, puis leur changement, leur transformation, lorsqu'on les met dans le contexte de grands changements technologiques. Ce qui m'amène à la toute fin. Est-ce que vous avez des questions? C'est moi-même qui se met en danger. S'il y a des questions, je suis évidemment ouvert aux commentaires, puis ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre du mieux que je peux. Merci beaucoup, Monsieur Plamondon. Vraiment très intéressant. Effectivement, c'est la période de questions. Alors, j'invite les participants et participantes à poser leurs questions dans la section questions-réponses de la plateforme. En attendant, moi, j'en ai une. Là. Vous avez piqué notre curiosité. Le voice speaking, pourquoi est-ce une voix féminine? Ah, le voice speaking. Ben, en fait, je pourrais vous reposer la question différemment, puis à ceux et celles qui sont avec nous, là. Si vous avez des téléphones intelligents, vous avez tous des assistantes virtuelles sur ces téléphones-là, hein. Alexa, Siri, Cortana. Le fait que ce soit toutes des voix de femmes, c'est pas complètement innocent, en fait. C'est que il y a une espèce d'abord, c'est parce qu'ils ont été conçus souvent par des équipes qui sont majoritairement composées d'hommes, mais aussi c'est parce qu'on associe les voix de femmes à des voix qui sont plus posées, plus calmes, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a un biais de genre vraiment important dans le monde des technologies, que ce soit au niveau de la conception, comme au niveau de notre façon de concevoir les problèmes auxquels ça répond. Ce qui fait que dans le voice speaking, c'est souvent des voix de femmes parce que justement, elles ont la réputation, ces voix-là, puis c'est vraiment juste une réputation, là, mais d'inciter au calme, d'être plus posé, puis elles doivent répondre, hein, systématiquement, sans changer d'attitude, elles doivent répondre aux questions de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, hein. Fait que sont pas supposés, même qu'on est très méchant avec Siri et avec Cortana, ils vont nous répondre sur un petit ton amical, si on veut. Ce qui fait que c'est important de réfléchir à ces enjeux de genre-là dans les technologies, mais dans le cas du voice speaking, c'est vraiment parce que ça a le mérite d'être plus calme, plus posé. C'est comme ça qu'on se représente l'effet de la voix, si on Bien intéressant. veut. Merci. Ici, j'ai une question. Pourquoi Bezos a une conception du monde si bizarre, même voire inhumaine, selon vous? Ben, c'est une très bonne question. Moi-même, j'aimerais ça avoir une discussion avec Jeff Bezos, mais je ne pense pas que ce soit possible. Mais en fait, la conception de Jeff Bezos est pas si bizarre et est pas si inhumaine que ça. On est tous un peu là-dedans. En fait, la conception de Jeff Bezos, ça découle d'une
conception du travail dans un monde capitaliste qui est assez connu par ailleurs, qui est je dois contrôler le plus possible mes employés de façon à ce qu'ils produisent le plus possible. Après ça, la question, c'est comment je les contrôle. Jeff Bezos, lui, est dans un secteur d'activité où la créativité, dans le cas des centres d'émancipation, là, ou de satisfaction, la créativité et l'innovation ne sont pas tant à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la rapidité de traitement des objets, des outils, ce qui est des systèmes qu'Amazon va vendre. Ce qui fait que pour lui, il a juste pris pour résoudre le problème de la transformation, ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a intégré les gens à la machine. Il faut voir les centres de satisfaction que je vous ai présentés, il ne faut pas les voir comme juste des bâtisses. C'est une machine. C'est comme si on mettait quelqu'un dans le train. Tu sais, quand on prend le train, on est dans la machine nous transporte d'une place à l'autre. Un centre de satisfaction comme ça, c'est une grosse machine dans laquelle on place des humains là où la machine n'est pas capable de faire quelque chose. Donc ça, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est clairement un peu qui vient heurter notre sens moral, mais c'est quelque chose qui existe depuis les tout débuts du capitalisme industriel, en fait, puis qui a presque pas été transformé depuis ce temps-là. Évidemment, dans une tour à bureau, dans des secteurs d'activité plus créatifs, plus de services, on voit moins ce genre de choses-là. Mais dans le secteur manufacturier, logistique, c'est beaucoup plus présent. Fait que c'est pas tant inhumain, en fait. C'est un peu inscrit dans le code génétique du capitalisme. Il y a même des penseurs, des théoriciens en relations industrielles, par exemple, qui s'appelle Harry Braverman, qui a écrit là-dessus. Notamment, ce qu'il dit, lui, c'est cette conception-là du travail industriel, là, le travail à la chaîne presque inhumaine qu'on vient de nommer là, où le travail, où les tâches de travail sont très, très simples et répétitives. Il utilisait exactement la même organisation du travail dans l'Union soviétique, par exemple, dans les usines ou dans les manufactures communistes de l'époque soviétique. C'était le même principe. C'est comme si notre façon de comprendre la productivité passait nécessairement par ce genre de technique-là de contrôle, parce que ça permet d'exercer un grand contrôle sur les employés, ça permet de maximiser la productivité, donc de maximiser le profit aussi. C'est ça la question. Ce qui fait que, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Ben, c'est parce qu'il a envie de faire du profit. Puis pourquoi est-ce que plusieurs autres secteurs d'activité sont comme ça? Ben, c'est parce qu'ils ont envie de faire du profit, puis parce que la façon de faire du profit dans le monde du capitalisme, ça implique de résoudre le problème de la transformation, ça implique de faire en sorte, même mon chien est d'accord avec moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça implique de faire en sorte qu'on contrôle les gens pour qu'ils produisent le plus possible. Puis dans ce sens-là, ben, contrôler les gens pour qu'ils produisent le plus possible, pourquoi pas les mettre directement dans la machine? Pourquoi pas faire d'eux autres des robots? Puis c'est ça que ça prend dans un secteur d'activité. Très bien. Une deuxième question. Outre les tentatives de syndicalisation des employés de chez Amazon, est-ce que des travailleurs à des centres adoptent des modes de résistance alternatifs pour faire face au contrôle exercé sur eux? Ça, c'est une excellente question de quelqu'un qui s'y connaît peut-être sans doute, mais en fait, je vais faire le pont avec la première question. Parce que le capitalisme a tendance à fonctionner, industriel ou en tout cas logistique a tendance à fonctionner sous ce mode-là, ça prend une forme de contrôle, si on veut, qu'on impose aux employés. Puis ce contrôle-là, du côté des employés, ça suscite toujours une résistance. Fait que dans les milieux de travail comme ça, il y a toujours de la résistance. Il n'y a pas juste de la résistance syndicale, finalement. Il y a aussi des résistances individuelles ou des résistances de groupes, si on veut, de petites communautés à l'intérieur de Facebook. Ce qui fait que, pas Facebook, pardon, mais d'Amazon. Chez Amazon, les formes de la résistance ont, je ne sais pas de quoi ça a l'air dans l'environnement de travail quand ils sont là. Ça prendrait une étude ethnographique pour le faire. Mais il y en a qui l'ont fait. Ils vont, par exemple, des journalistes l'ont fait, ils vont s'intégrer à la force de travail, là, à la main-d'œuvre d'un centre d'émancipation et de satisfaction chez Amazon. Puis ils vont travailler avec les gens pour voir un peu comment ça se passe. Puis là, ben, les types de résistance qu'il peut y avoir, ça ne peut pas être de ralentir la cadence. Parce que quand on ralentit la cadence, le système logistique, le système algorithmique voit qu'on ralentit, puis il y a une intervention qui peut être à peu près immédiate. Ce qui fait que l'adaptation du centre, pour ça je parle d'une machine, est assez exceptionnelle parce que le centre va dire à l'employé, ben, il faudrait que tu te rendes à tel poste de travail, tu as 3 minutes pour te rendre. Puis là, ben, à l'intérieur des postes de travail, les déplacements de l'employé peuvent être suivis puis traqués. Amazon, cependant, puis là, je réponds à la question, respecte
c'est des lois de base, si on veut, parce qu'ils n'aiment pas ça être sous le feu des projecteurs, et qui vont mettre des espaces de travail, des espaces de pause à l'extérieur des environnements de travail. Puis c'est là où les gens peuvent s'organiser, pourraient s'organiser. L'enjeu ici, puis c'est pour ça qu'il y a tout le temps il y a tout le temps une espèce de jeu de résistance entre les employés et Amazon, c'est que les espaces de pause chez Amazon sont souvent placés très, très loin du poste de travail, ce qui fait que le temps de se rendre à l'espace puis de revenir, la pause est déjà pratiquement terminée. Fait qu'il y a beaucoup de gens pour atteindre les cibles que la machine fixe vont rester en poste puis vont sauter les pauses. Fait que les opportunités pour s'organiser sont limitées par Amazon de cette façon-là. C'est une des façons dont ils font ça. Les employés d'Amazon vont souvent résister à l'extérieur, donc, des entrepôts d'Amazon, sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, il y a des groupes qui s'occupent de ça. Sur, ben, évidemment, sur Twitter, il y a des groupes qui sont assez actifs aussi. Puis Amazon, en réponse à ça, engage des enquêteurs puis des gens qui suivent sur les réseaux sociaux, puis qui essaient d'intégrer, d'infiltrer ces groupes-là pour identifier qui fait ce genre, qui s'adonne à ce genre d'activité-là. Fait qu'il y a euh, tout un jeu qui se fait là-dessus entre les employés d'Amazon qui ont envie de résister, qui doivent résister parce que c'est des conditions de travail qui sont souvent très, très difficiles, puis Amazon qui veut au contraire s'assurer du plus de contrôle possible. Mais en dernière instance, là où il devrait y avoir le plus de solidarité, c'est du côté de la clientèle d'Amazon. C'est nous autres qui devraient prendre conscience de ça le plus possible, puis agir en conséquence le plus possible, sachant que la satisfaction du client, donc chez Amazon, a un coût social très, très élevé. Puis il y a des gens là-dedans qui sont touchés de manière très sérieuse là, par ce genre de procédé-là. Dans le cas du voice picking, juste pour reprendre cet exemple-là, il y a des gens qui rapportent, même après avoir fini de travailler depuis plusieurs mois, qui rapportent entendre encore la voix ou même des fois répondre automatiquement à la voix en disant OK, tu sais, à une voix qui s'imagine, quelque chose comme ça. Fait que il y a il y a des troubles psychosociaux qui peuvent perdurer longtemps, puis juste sur le plan des écosystèmes, puis juste sur le plan des sociétés et des communautés, Amazon génère un coût absolument faramineux. Fait que s'il y a une solidarité et une résistance à avoir, nous autres, la clientèle d'Amazon, on a un rôle très important à jouer là-dedans. Donc la clientèle a un rôle, plus important peut-être que sur les mécanismes de contrôle que les employés eux-mêmes. Il y a des chances, oui, en fait, c'est nous autres, c'est parce qu'on aime Amazon, parce qu'on a l'impression qu'Amazon veut notre bien puis nous sert bien, qu'on magasine en masse comme ça chez Amazon. Puis c'est parce qu'on magasine en masse chez Amazon qu'Amazon doit augmenter sa productivité pour satisfaire nos besoins qui sont absolument insatiables. Puis c'est pour satisfaire ça que ces systèmes-là se mettent en place, se construisent, etc. Ce qui fait qu'on a un rôle très important à jouer là-dedans. Bien compris. Qu'augure le départ de Bezos pour Amazon? Pour le meilleur ou pour le pire? Ah, j'ai l'impression qu'il y aura pas. Et moi, je suis pas en finance, ce qui fait que c'est difficile à dire, mais pour répondre d'un point de vue de la santé financière d'Amazon, difficile à dire pour moi, mais je crois pas que le départ de Jeff Bezos d'Amazon va changer quoi que ce soit au procédé de la compagnie à partir du moment où ça fonctionne. Euh, pas, pas, pas parce que je suis d'accord avec ça, mais à partir du moment où Amazon fonctionne autant que ça, génère autant que ça de revenus nets, il n'y a pas vraiment de raison ou d'incitatif qui ferait en sorte qu'ils vont modifier leur façon de faire ou qui vont, si on veut, s'orienter sur des nouvelles politiques à l'interne qui seraient plus favorables auprès des employés ou de ceux qui font de la manutention dans des centres de satisfaction comme ceux-là. Moi, je ne crois pas que ça va arriver sans une pression autre, sans d'autres leviers. Le levier syndical, le levier de la clientèle, le levier législatif. Par exemple, du point de vue des politiques publiques d'emploi, ce serait vraiment important d'intervenir dans ce genre de pratiques-là, de faire savoir à Amazon que ces pratiques-là devraient être, en tout cas, atténuées le plus possible, voire éliminées. Mais en même temps, le succès d'Amazon dépend de ce genre de pratique-là en partie. Ce qui fait que moi, je vois pas, à court terme ou à moyen terme, je vois pas, je vois pas d'amélioration là-dessus. D'autant plus qu'au contraire, Amazon grandit, ajoute hein, des produits dans sa carte qui est déjà, dans son menu qui est déjà assez gros. Puis là, il se dirige vers l'assurance, vers la télémédecine, vers la location de voitures. Tu sais, c'est une énorme machine.
Une dernière question, est-ce que des mécanismes semblables au niveau de l'automatisation et de la surveillance existent également pour la livraison des articles? Ben oui, de différentes manières, en fait. Il y a Amazon veut aller vers les drones. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas tout à fait au point, ça m'étonnerait. Les êtres humains sont encore les meilleurs pour, être capables de traverser ce qu'ils appellent le dernier mille de l'automatisation, là, c'est-à-dire le moment où les machines sont incapables de livrer, puis là, on va impartir ça à des êtres humains. C'est souvent le dernier mille de l'automatisation qui est le plus coûteux pour les entreprises, fait que c'est là-dessus que des entreprises comme Amazon travaillent, le but étant d'automatiser de bout en bout l'ensemble de la logistique là, qui mène jusqu'à la livraison d'un produit. Mais il y a d'autres façons d'automatiser ça. Amazon entretient des relations très, très serrées avec ses fournisseurs de services de livraison, par exemple. Ce qui fait qu'il y a plusieurs livreurs ou le personnel de ces entreprises-là, qui sont des sous-traitants d'Amazon, peuvent être dirigés par une application qui va agir de la même façon. C'est l'application qui dit à ces gens-là combien d'articles ils doivent livrer, à quel moment ça doit être livré, à quelle heure de la journée, etc., etc. Puis là, ben, l'application évalue le rendement de ce personnel de livraison-là pour une entreprise qui peut être Amazon ou pas, mais qui fait affaire avec Amazon pour livrer ses produits. C'est pour ça que vous pouvez avoir, pardon, souvent des livraisons de produits, même le dimanche, en fait. Puis dans beaucoup de cas, c'est des travailleurs autonomes qui sont pas, les travailleurs autonomes qui sont pas protégés par les normes du travail. C'est donc des entrepreneurs indépendants qui font ce genre de choses-là. Uber fait essentiellement la même chose avec son application de transport, là. L'application remplace un gestionnaire là, de bout en bout. L'application fait de l'embauche, de l'évaluation de rendement, de la rémunération, ce genre de choses-là. Puis tout ça est automatisé sur une application. Il existe le même genre d'application, mais donc plus numérique, si on veut, plus mobile pour ceux qui font de la livraison, ceux et celles qui font de la livraison avec Amazon. D'ailleurs, quand il y a eu des espèces de grèves improvisées là, dans certains centres de livraison d'Amazon où, pour protester contre les conditions de travail, les travailleurs et travailleuses ont quitté leur poste pendant la journée, pendant le Black Friday, qui est une des plus grosses journées d'Amazon, si on veut, dans l'année, pour avoir vraiment un levier. Puis la réaction d'Amazon a été étonnamment plutôt tempérée. On dit: «Ah, c'est pas grave, il y aura pas beaucoup de délais». Ils sont tellement bons en logistique qu'ils ont juste redirigé les flots de livraison ailleurs, puis ben, la résistance de ces gens-là n'a pas eu tout à fait les effets escomptés, même si ça a fait un peu la manchette puis les nouvelles. Ce qui fait que c'est ça. Encore une fois, du côté de la clientèle, heu, sachant ça, on a peut-être des responsabilités à prendre par rapport à ça.